Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous les Normands sur BFM Normandie. Vous le savez, c'est l'émission des amoureux de la Normandie avec chaque semaine un invité. C'est une invitée qui nous accompagne cette semaine. Elle a fait du lait de jument sa spécialité, elle le valorise d'ailleurs au quotidien. Julie Decailleux, agricultrice et chef d'entreprise installée à Chailloué dans l'Orne, est notre invitée. Elle est la seule au monde à vendre ce type de lait. Elle nous racontera son aventure atypique. Et puis deux chroniqueurs m'accompagnent comme chaque semaine sur ce plateau. Bonjour Dominique Rovskov. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vous emmène dans un château près de Vernon, le château de Tour de Buis, et là-bas on y découvre des orfèvres. Ah, je vous dirai tout. On a hâte de découvrir ça avec vous dans un instant. Gauthier Lenôtre est aussi là. Bonjour Gauthier. Bastien. Le programme du jour ? Je vous présente aujourd'hui l'histoire d'André Voisin, qui est l'un des pères de l'agriculture moderne, notamment un agronome à qui nous devons le pâturage rationnel. Ça va donc parler à notre invité Tout à fait. certainement. Voilà pour le programme. Nous les Normands, c'est parti. Julie Decailleux est donc notre invitée. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête du plus grand troupeau au monde de percherons, rien que ça, c'est une fierté. Oui, grande fierté, bien sûr. On ne se voyait pas faire du lait de jument sans participer à la sauvegarde d'une race de chevaux de trait, puisque les chevaux de trait, dans leur globalité, sont en danger de disparition. Et le percheron étant un cheval endémique de Normandie, ça tombait sous le sens de créer un troupeau et de valoriser un troupeau de percherons. Parce qu'il faut le dire, votre activité, elle est plutôt rare aujourd'hui. Alors, il y a quand même une trentaine de laiteries de juments, mais Chevalet est assurément la plus importante en termes de nombre de chevaux, de produits proposés. Et en effet, nous sommes les seuls au monde à proposer du lait de jument frais pasteurisé en bouteille pour qu'il puisse vivre dans les frigos et régaler les familles. C'est quoi justement la particularité du lait de jument ? Alors, la vraie différence du lait de jument avec tous les autres laits, c'est que la jument ne rumine pas. Elle est monogastrique comme nous, comme les humains. Elle n'a qu'un estomac. Tous les autres laits, brebis, chèvres, chamelles et vaches, sont des laits de ruminants. Donc, en fait, le corps humain reçoit le lait de jument comme s'il le connaissait. C'est un lait qui est naturellement très proche du lait humain. Et ça a des vertus particulières ? C'est doux, c'est végétal, c'est très oxydable puisque les matières grasses sont peu présentes mais polyinsaturées. Il n'y a pas de gras saturé dans le lait de jument. Et c'est un lait qui est vraiment très, très digeste en fait. D'accord. Donc c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est le premier lait consommé par les humains dans l'histoire de l'humanité. Ah oui, d'accord. Ouais. Et vous le déclinez donc sous différentes formes. Voilà. Et ce lait aujourd'hui normand, vous le vendez dans le monde entier ? Voilà, on le vend beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y a une clinique des allergies alimentaires pour les enfants qui nous recommande. Et on en envoie en Australie, en Asie, en Europe, partout. Ça fait 23 ans qu'on fait ça. Et maintenant, on a vraiment une renommée mondiale et ça reste une micro-niche, évidemment. Ouais. Hein. On n'a pas la prétention de remplacer quoi que ce soit. On est là pour être une solution. C'est-à-dire que quand un bébé ne supporte rien d'autre, le lait de jument passe en général. Et c'est d'ailleurs votre combat de le faire reconnaître en tant que lait infantile, c'est ça ? Oui, et la Normandie nous aide et nous soutient depuis plusieurs années dans ce combat-là. On va d'ailleurs sortir un lait approuvé par la législation à partir de 6 mois, puisque ce lait-là, qui est 100% lait de jument, est accepté à partir de 12 mois. Et là, on avance tout doucement vers la reconnaissance du lait en tant que lait infantile. Parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez, ça n'a pas été toujours simple de développer votre activité. Il a fallu batailler, notamment en termes de réglementation. Tout à fait, puisqu'en fait, la réglementation européenne est faite principalement par les lobbies du lait. Et les lobbies du lait, ce sont des laits de ruminants, donc la vache et la chèvre. Et la chèvre est arrivée bien après la vache. Alors moi, évidemment, quand un bébé digère bien, que tout va bien, c'est top. On n'a vraiment rien contre les autres laits, mais on a quand même de plus en plus de bébés qui régurgitent, qui ont des RGO, des LPLV, donc des APLV, pardon, qui sont des allergies aux protéines de lait de vache, qui sont reconnues très petits
Et donc là, on est la solution, en fait. L'alternative. L'alternative. Quelle quantité vous fabriquez, vous, je sais pas, sur une année, par On produit exemple? environ 50 000 litres, ce qui n'est D'accord. rien par rapport à une production de vaches, qui sont minimum 200 000. Mais c'est énorme pour du lait de jument. Ouais. On a une centaine de juments laitières. J'allais vous demander, il ressemble à quoi Voilà. votre élevage aujourd'hui? Eh bien, on a donc, on fait des poulinages de fin février à fin octobre, et donc on a des juments qui se relayent toute la saison, toute l'année en fait, puisque les juments qui vont pouliner en octobre vont faire du lait jusqu'au printemps prochain pour continuer la production. Alors la grosse production, c'est évidemment à la belle saison, l'été. C'est là qu'on a le bâtiment qui est tout rempli. Et là, on fait des réserves de lait pour faire du lait en poudre et tout ça. Et l'hiver, on se suffit à faire uniquement le lait frais qu'on envoie partout. France, Espagne et Belgique et Luxembourg. Luxembourg. Vous avez déjà goûté le lait de jument, l'un et Pas l'autre? encore. Oui. Non. Ah, vous Mais je voudrais devinez pas savoir encore. comment est venue cette idée. Alors, elle est C'était une venue de la expérience. passion des chevaux de trait. En fait. C'est vraiment, oui, c'était Ah pas ouais. une nécessité, c'était vraiment une Oui, passion. moi, en fait, j'étais secrétaire à la Commission européenne et je trouvais pas le sens à ma vie. Et à l'âge de 30 ans, je me suis vraiment dit, il faut que je trouve que je donne sens à ma vie. Ouais. Et j'avais à l'époque une petite fille et j'avais eu la révélation quand je suis devenue maman pour la première fois de me dire, mes parents m'ont offert une vie à la campagne avec des chevaux, des vaches et des animaux. Je dois au moins donner la même chose à mon enfant, puisque moi, ça m'a donné un socle pour vivre. Et donc, j'ai toujours aimé les chevaux de trait. Je ne sais revenu pas aux pourquoi. racines, quoi. J'aimais les gros chevaux ronds, calmes, j'aimais ça. Et donc, à 30 ans, j'ai décidé que j'allais vivre par et pour les chevaux de trait. J'avais déjà une jument à l'époque qui me suivait partout, une ardennaise. Et donc, voilà, ça a été le chemin de vie que j'ai emprunté. Et ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de galères. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mon second mari qui a été piqué comme moi par le virus des chevaux de trait. Et on a pris ce chemin tous les deux. Parce que vous avez été Voilà. aussi mannequin dans une autre vie en J'étais Belgique, mannequin, hein, oui, c'est tout ça? à fait, tout à fait. L'anecdote Je voulais est plutôt pas le sympa. dire, mais oui, tout à fait. J'ai commencé ma carrière professionnelle en étant mannequin, et puis secrétaire à la Commission européenne, etc. Une sacrée reconversion. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on est joli qu'on peut pas. Enfin, Non, mais joli, jeune. C'est des domaines quand même très, très différents. Il y a peu de points communs entre les deux. Mais l'amour de la terre, je pense pas que ce soit antinomique avec la beauté de la jeunesse. Moi, j'ai toujours été une fille très terre à terre. Voilà, j'ai été recrutée par des bookers et des gens dans les agences parce que je ressemblais beaucoup à Shadé quand j'étais jeune. Et c'était la grande mode de Shadé, la chanteuse. Et donc, voilà, ils m'ont recrutée comme ça. J'aimais pas trop ça parce que justement, ça manquait un peu de profondeur. Il fallait faire attention à sa ligne et tout ça. J'étais très Ça vous gourmande. change des podiums, quoi. Voilà, oui, ça me change. Mais je pense que c'est une vie qui sait. Moi, en fait, le souci dans ma vie, c'était de servir. C'était d'avoir une utilité à quelque chose. Ouais. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on a un appel de parents qui nous remercient de faire ce qu'on fait parce qu'on a sauvé la digestion et la croissance d'un bébé, ça donne... Vous vous dites de que continuer, le quoi. challenge Voilà, est c'est relevé. ça, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez organisé votre vie familiale autour justement de l'élevage? Alors non seulement ça, mais on a la grande fierté, on a eu 4 enfants. Donc moi j'avais une fille de mon premier mariage, mon mari avait une fille de son premier mariage également. Et on a eu 2 garçons ensemble. Et dans ces 4 enfants, on en a 3, en tout cas 2 qui sont déjà avec nous, qui sont associés avec nous depuis peu de temps. Et on a le 3e qui est boucher, qui se verrait bien un jour venir faire quelque chose avec son frère pour les bovins, faire Donc la la viande relève est exceptionnelle. déjà assurée. Donc voilà, c'est une super grande fierté et ça nous a beaucoup aidé à assumer les galères qu'on a essuyées tous les deux. Parce que le fait de ne pas avoir dégoûté nos enfants de ce métier-là, c'est quand même un super cadeau, quoi. C'est vrai. On va revenir dans un instant sur votre lien avec la Normandie, le département de l'Orne notamment. D'abord, Gauthier, notre histoire de Normand, André Voisin, un agronome que vous allez nous présenter aujourd'hui. Qui est-il? Oui, tout à fait, un sacré agronome. On parlait de l'importance de l'animal, de la préservation de la terre, ce qui est ta philosophie, chère Julie. Eh bien, ce fut également le cas pour André Voisin. André Voisin qui a été un ingénieur biochimiste qui a suivi ses études à Paris, mais qui est né à Dieppe en 1903 précisément. Et
issu d'une famille amoureuse de la terre, propriétaire de la ferme du Talou, à Gruchet-le-Valas. Nous sommes alors au cœur du pays de Caux et ces études se sont merveilleusement bien passées. Il est sorti major de promo avec son diplôme, comme je viens de le citer, ce qui a lancé véritablement sa carrière. Mais La guerre est arrivée. la guerre est arrivée. Voilà, comme beaucoup de millions de personnes à cette époque-là, bon nombre de destinées se sont arrêtées. Et notre Normand a servi la France. Il est parti notamment en Norvège, du côté de Narvik, avant de revenir dans le pays pour être au service là aussi de la nation. Et une fois que la guerre est enfin terminée, il s'est installé à Gruchet-les-Valas, a repris la ferme familiale pour là lancer sa véritable destinée, révolutionner l'agriculture, une nouvelle conception de la manière d'entrevoir la relation entre l'homme et l'animal pour révolutionner, comme je l'ai dit, cette sphère qui est particulièrement importante. C'est donc là-bas que tout a commencé véritablement pour lui. Oui, tout a commencé puisque dans cette ferme expérimentale, si puis-je dire, eh bien, il a développé une nouvelle méthode d'agriculture qui est l'agriculture raisonnée, une gestion scientifique des pâturages avec une théorie, le pâturage rationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le pâturage rationnel ? Eh bien, c'est le fait de militer contre la culture intensive, mettre en évidence la nécessité de considérer à la fois la vitesse de croissance de l'herbe ainsi que de la vitesse de sa consommation par l'animal. Bref, si on doit être synthétique, ce serait trouver un équilibre entre l'homme, le sol et l'animal. Un peu précurseur finalement. Voilà, tout à fait. Et bon nombre de chefs d'État sont inspirés, ont fait appel à ces services. Une reconnaissance internationale même, et il y a eu des hommages aussi derrière. Voilà, parce que notre Normand a publié un ouvrage en 1957 intitulé « Productivité de l'herbe », traduit en 18 langues. Et dès lors, notre Normand, dans les années 60, a été invité dans tous les pays du monde. Argentine, Amérique latine, Nouvelle-Zélande, Allemagne, États-Unis et également Cuba en 1964 sur invitation personnelle de Fidel Castro. Alors pourquoi notre Normand est-il arrivé à la Havane en grande pompe avec les hommages nationaux ? Eh bien tout simplement parce que Cuba à cette époque-là avait cruellement besoin de réformer sa politique agricole, ce qui a été le cas puisque notre Normand est arrivé et décédé quelques temps plus tard, cette même année, nous sommes fin décembre de cette année-là, et Fidel Castro a décrété qu'il y aurait des hommages nationaux sur plusieurs jours. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on se rend à Cuba, il y a des affiches rendant hommage à André Voisin, ce Diepois, qui, digne des plus grands explorateurs diepois, a marqué l'histoire en dehors de la France et de la Normandie. Quelle histoire. Vous aussi, vous êtes un peu connu dans le monde entier. Ah ben, j'espère bien être invité un peu Est-ce qu'il y aura des affiches de vous à Cuba ou ailleurs ? Et on a déjà été invité dans quelques pays pour conseiller parce qu'il faut savoir que toute l'Asie centrale consomme uniquement du lait de jument. Sous forme de lait fermenté souvent, mais il y a un problème dans ces pays-là, comme par exemple le Kazakhstan, chez qui on est allé il y a 7 ans. C'est un très grand pays, et donc ça oblige les gens des villes à aller dans les campagnes, consommer du koumyss, du lait de jument, et ils avaient envie de créer une espèce de filière pour faire revenir le lait des campagnes vers les villes. Bon, c'était un gros projet très complexe. Nous, on avait encore pas mal de défis à relever ici. Donc, ça ne s'est pas fait, mais le challenge était extraordinaire. On s'est retrouvés invités en grande pompe. Vous auriez pu vous développer dans ces pays ? Nous, en fait, on voulait pas. On voulait pas que Chevalet soit au Kazakh parce que on est fiers d'être français et surtout normand parce que pour mais peut-être moi, donner qui des suis conseils belge, à de futures entreprises. Alors là, on est attendu en Iran. On va attendre que ça se calme un petit peu. Mais dans le sud de l'Iran, on est attendu pour aider un monsieur qui a une grande ferme et beaucoup de chevaux et qui voudrait qu'on l'aide à faire une laiterie de jument là-bas. Pour son projet, voilà. Oui, je serais très content d'être invitée. L'ambassadrice. Oui, et apaisé là-bas. Les Mongols sont venus également dans l'Orne pour visiter. visiter. Les Mongols sont venus, tout à fait, plusieurs fois. On était très proche de l'ambassade de Mongolie à Paris, et qui nous a invités dans sa yourte à Paris. C'était vraiment un déjeuner d'apparat. Il avait mis sa tenue. C'était, oui, on a vécu des aventures extraordinaires grâce à ce lait du Mans. Les Normands savent s'exporter. Exactement, il faut le rappeler. Alors bon, moi, c'est vrai que d'origine, je suis belge. Mon mari est picard. On est devenu normand il y a 23 ans parce qu'on avait acheté notre première petite ferme en Seine-Maritime. Puis après, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas s'agrandir en Seine-Maritime. On est venu dans l'Orne où on a été vraiment très, très, très bien accueillis à tout point de vue.
Mais nos enfants, eux, attention, ils sont normands, hein, eux, c'est chez eux, quoi. Grâce à nos enfants, je dirais que nous, on a été mieux intégrés grâce aux enfants. Donc vous l'avez adopté, la Normandie, finalement. Oui, non, mais c'est magnifique, la Normandie, l'architecture, le patrimoine bâti Ouais. de l'Orne, par exemple. Pourquoi l'Orne, merveille. justement? Vous dites... Alors, comme on avait été en Seine-Maritime, on savait que la pression foncière était quand même très importante. On n'avait pas s'acharner là. L'Eure, c'était à peu près la même chose, avec la proximité de Paris. Après, il y avait la Manche, et là, apparemment, il pleut autant qu'en Belgique, donc je ne voulais pas aller dans la Manche. Et le Calvados, c'est compliqué aussi. Ce sont des terres qui sont quand même assez chères. Il y a la pression chevaux de course et tout ça. Donc il restait l'Orne. Il restait l'Orne où l'autoroute venait d'ouvrir. Ouais. Donc ça nous rapprochait quand même de la Belgique et de la Picardie. Et moi, j'ai toujours adoré le patrimoine bâti ornais. J'ai toujours trouvé que les proportions des maisons originales en pierre les proportions sont très particulières dans l'Orne et j'adore. Et si je me trompe pas, le Perche et l'Orne, c'est la terre du Percheron tout de même. Oui, alors On il y dit a souvent. un grand débat parce qu'on Oui. dit que comme le Perche est sur 3 départements, Oui, oui. il y a des gens Non, mais on parle de qui celui de disent que, l'Orne. que rien ne prouve que le Percheron soit normand. Bon, le Haras du Pin, qui est quand même l'ambassadeur du Et tout de même. Percheron, est quand même dans l'Orne, donc on se dit, allez. Alors, vous aimez la Normandie, mais vous nous avez quand même noté dans le questionnaire que l'on donne à nos invités pour préparer cette émission, vous aimeriez corriger la méfiance ancrée dans le cœur des Normands. Ça veut dire Alors quoi? oui, je pense que souvent on rigole, on dit qu'on voit bien que les Vikings sont passés par là et que il y a eu toutes ces guerres. Bon, le débarquement en est le dernier exemple. J'ai beaucoup souffert moi en tant que Belge. Je pense que les Belges sont des gens assez ouverts aux autres. On est un pays qui est traversé, beaucoup traversé. Ici, on n'est pas nécessairement beaucoup traversé, mais quand on l'a été, ça n'a pas toujours été très drôle. Et j'ai l'impression que... Oui, j'ai eu l'impression que les Normands étaient très méfiants et pas très ouverts. Et j'ai vraiment été malheureuse de ça, mais maintenant, justement, grâce à mes enfants qui sont vraiment du cru maintenant, j'ai plus du tout ce sentiment-là. Et il y a des Normands, enfin moi je trouve que les Normands sont fiers, ça c'est très plaisant, Ouais. et sont habités par la beauté de leur pays. Mais oui, il y a ce côté parfois un peu, ils mettent longtemps à s'ouvrir, à faire confiance, voilà. Parmi les souvenirs que vous nous avez confiés, vous nous avez parlé du confinement, on s'en souvient tous, de 2020. Vous en gardez plutôt un bon souvenir de ce confinement. Je vous avoue que quand vous vivez dans une ferme entourée de 70 hectares de prairies, avec des animaux dont il faut bien s'occuper, C'est l'endroit idéal. Le confinement, il n'en avait rien Ouais. à faire. C'était l'endroit idéal. On était en famille. Il faisait magnifique. On a fait du jardin. On a fait des trucs qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire autrement. Et moi qui suis devenue un peu phobique de l'administration, je savais que pendant toute cette période-là, personne ne viendrait me contrôler, me demander quoi que ce soit. Ah non, c'était merveilleux pour moi. Mais je sais que ça n'a pas été pour tout le monde, mais nous, on a eu l'énorme chance d'avoir un confinement très, très paisible et très agréable, quoi. Bon, parlons maintenant de bons produits. Votre plat préféré, une noix normande rôtie avec une sauce aux champignons avec évidemment de la crème fraîche normande. Bien sûr. Alors, c'est ce que j'ai préparé pour ma belle famille. On est 45 quand on est réunis à Ah oui, Noël, donc on a ça fait fait pas du monde. une noix, on a fait 5 noix lardées, farcies, avec une sauce aux champignons, un mélange de champignons. C'était absolument délicieux. Et vous allez d'ailleurs en forêt cueillir les bolets, c'est ça? Ah oui, moi, tous les automnes, j'ai mes petits coins secrets. Je vais... Dans l'Orne? Oui, bien sûr. Pas tout loin de près la chez maison. moi, en forêt des Couves, j'ai mes petits coins à champignons. Oui, tout à fait. J'adore ça. Ça fait partie des moments qui vous ressourcent aussi, ce qui vous évade un petit peu de Oui, votre voilà, ce activité? sont des moments de... Puis je pense que marcher en forêt, être en forêt, c'est bien, c'est bon pour la santé. Puis ça fait... Oui, c'est une fenêtre dans mes journées où je disparais un peu. Je deviens une elfe des forêts quelques minutes pour cueillir mes champignons. Ouais.
Allez, la découverte normande dans un instant. Juste avant, je vous montre le QR code que vous connaissez d'ailleurs pour nous partager vous aussi peut-être vos bons souvenirs en Normandie, les produits normands que vous aimez aussi. Eh bien, racontez-nous ça en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi nous écrire par mail ou via notre ligne WhatsApp 06 10 82 63 27 et nous diffuserons vos messages dans cette émission. La découverte normande donc de nous les Normands avec vous Dominique. Vous nous emmenez dans l'agglomération Seine-Eure pour nous présenter des formations Oui. originales. Alors je crois que ça va intéresser notre invité parce que j'ai constaté que Julie portait beaucoup de bijoux. Oui, j'étais Donc un peu les orfèvres couverte doivent d'or vous par intéresser. Mon cher mari. Alors sachez que depuis une dizaine d'années, l'agglo Seine-Eure se mobilise autour d'un écosystème des métiers d'art qui est baptisé la Fabrique des métiers d'art, avec notamment des centres de formation comme l'école Hermès des savoir-faire, les ateliers Le Carré Saint-Cyr ou encore la Masterclass Collège M2 qui est consacrée au design. Et bien entendu, tout cela a pour objectif de répondre aux entreprises locales. Et donc il y a des nouveautés, des formations qui sont dédiées à Oui, en l'orfèvrerie effet, et à là- la bijouterie de mode. Tout à fait. La Fabrique des métiers d'art en Seine-Eure et le Greta des portes normandes ont ouvert un centre de formation dédié aux métiers d'art avec une formation d'orfèvrerie et une autre de bijouterie de mode. Alors 2 métiers pour lesquels il n'y avait pas d'école dans la région, c'est important de le signaler. Alors si vous voulez vous former à l'orfèvrerie, jusque-là il fallait quitter la région, voire même la France. Comme quoi en Normandie on répond à des besoins. Alors la Normandie compte aujourd'hui 2 entreprises qui ont des besoins récurrents et on le sait d'orfèvres. On parle de Christophe à Yainville en Seine-Maritime ou encore Guy de Graine, c'est plus près de chez vous. Voilà. Et donc il fallait ouvrir une formation. Cela avait du sens. Alors les formations en bijouterie de mode sont plus répandues, mais là elles manquaient également dans la région. Alors pour répondre aux besoins des entreprises, je le dis, l'agglo Seine-Eure s'est rapproché du Greta Porte Normande. Le centre a la mission de monter une formation répondant aux besoins des professionnels. Et donc, on a loué un château, le château de Tournebut. C'est au Val d'Azé, précisément. C'est tout près de Vernon. On a restauré le lieu pour l'adapter à l'accueil des étudiants. Et la formation en orfèvrerie se fait sous la forme d'un CAP polisseur-raviveur en orfèvrerie. Et c'est de la bijouterie de mode qui a débuté il y a quelques semaines avec un certificat de spécialisation. Alors elle se passe comment ces formations ? Alors, cette formation, c'est c'est précisément 800 heures en centre, 8 semaines en entreprise, soit 10 mois au total. Le candidat apprend le modelage, le dessin d'art appliqué et industriel, la réalisation d'une pièce, le montage et les opérations de finition, dont le polissage avivage. Précisons qu'il est nécessaire évidemment d'être un peu manuel et surtout d'avoir un bon niveau en dessin. Donc la formation en bijouterie de mode, elle, c'est la seconde, s'étend elle sur 7 mois, c'est 400 heures en centre et 12 semaines de stage, et ça débouche sur un certificat de spécialisation en bijoux mode, et cela induit déjà d'être titulaire d'un CAP lié au métier d'art ou d'un diplôme en design pour être dispensé des enseignements généraux du diplôme. Rapidement, à qui elles s'adressent ces formations ? Alors, ces 2 formations sont accessibles, ça c'est intéressant, aux demandeurs d'emploi, aux salariés en reconversion, et elles peuvent s'effectuer en alternance, donc avec des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, ou sous statut de la formation continue. Le financement est étudié selon le profil évidemment des candidats et des demandes d'entreprise. Et à moyen terme, sachez qu'en plus de l'ouverture de la formation en bijouterie de mode, le centre de formation Greta et la Fabrique des métiers d'art ambitionnent de répondre aux besoins d'entreprises, comme par exemple pour les salariés d'un fabricant de saxophones, Henri Selmer à Paris, ou encore de s'ouvrir aux particuliers pour des formations courtes, le tout évidemment avec un haut niveau d'exigence. Bien sûr. Merci Une beaucoup, belle formation. Dominique. Allez, on termine cette émission avec question pour un Normand tout de suite. Question pour une Normande, en l'occurrence aujourd'hui. J'ai 10 questions rapides à vous poser. D'abord, vous préférez le Livaro ou le Neufchâtel ? Ah, le Livaro. Le Livaro. Le Haras du Pin ou le Haras de Saint-Lô ? Du pain. Qui est plus Bien près de sûr, chez vous, oui. évidemment. Le Cap de la Hague ou le Cap Fanier à Fécamp ? Pas le cap de Fécamp, donc la Hague peut-être. Oui, je l'ai vu, c'est très beau. Les plages de sable du Cotentin ou les galets du Pays de Caux ? Le Cotentin. Le Cotentin. Les cabines de plage de Deauville ou celles de Saint-Valery-en-Caux ? Oh, Deauville, c'est quand même chicos. Ouais. Vous y allez de temps en temps ? Oui, oui, on y va de temps en temps. Ça fait une petite balade. La batterie de Longues-sur-Mer ou la batterie de Merville ? Si on parle d'histoire. Oula, alors là, là, vous me collez, je ne sais pas. Joker. Oui, Joker. La foire de l'Essai ou la foire de Rouen ? Ah, l'essai, parce que là, il y a des chevaux, donc c'est sympa. Ouais.
Vous vous y retrouvez. Ouais, ouais. La fête de la pomme dans le Perche ou la fête du cidre à Cambremer? La fête de la pomme, je De la pense. pomme. Ouais. Un autre élément emblématique de la Normandie. Voilà. Vous êtes plutôt cannaise ou rouennaise? Plutôt cannaise. Plutôt ouais, cannaise. ouais, ouais. L'accent cauchois ou l'accent cotentinais? Oula, là, je sais pas du tout. Si vous voulez, je peux vous faire l'accent belge, mais Ah, ce bah, sera pas la- allez-y, on peut terminer là-dessus. Vous y retournez d'ailleurs en Belgique Ah de oui, temps oui, en j'ai temps? encore ma maman, ma fille aînée et ma petite fille qui sont là-bas. Oui, oui, j'essaie d'y aller toutes les 6 semaines. Ouais, ouais. Et puis on se fait des petits calls maintenant avec la petite Ah. qui va avoir 2 ans, c'est C'est sympa. important. Ouais. Bon, sacré parcours. Oh de oui. notre invité. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de Parcours choses à insolite, dire. mais Ouais. beau parcours. Ouais. Merci, merci. Bah, écoutez, en tout cas, il faut se donner. Je pense que la vie est courte, je ne suis pas la seule à le dire. Et puis surtout, quand on trouve un chemin, il faut qui a l'air de nous correspondre, il faut le prendre et pas le lâcher. On peut venir visiter votre Bien sûr, oui, entreprise. oui. Entre mai et octobre, il y a des visites sur rendez-vous. Parce que au départ, ma fille, quand elle est arrivée, elle a dit: Oh, moi je vais prendre les visites en main, c'est pas très compliqué. Sauf que, évidemment, vous êtes là avec 2 chevaux, et puis vous avez un groupe de gens qui arrivent: Ah, ben on voudrait visiter. Et puis les 2 chevaux, vous devez les charger, les changer d'endroit. Donc c'est compliqué. Donc maintenant, c'est plus que sur rendez-vous. Merci beaucoup, Julie Decailleux, d'avoir été notre invitée. Je vous en Merci de nous prie. avoir parlé de votre passion pour les juments et de tout ce que vous faites avec tous ces produits que vous nous avez rapportés sur ce plateau. Bonne continuation à Merci vous. beaucoup. Et Merci à vous. merci à tous les deux. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Nous les Normands.